Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tourisme et société. Collection dirigée par Franck Michel. Déjà paru. Isabelle Babou et Philippe Callot. Que serait le tourisme sans pétrole, 2012. Stéphane Courant, approche anthropologique des écritures de voyage. Du carnet à la correspondance, petit inventaire des productions scripturales de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, 2012. Vincent Basset, du tourisme au néo-chamanisme, 2011. Frédéric Reichhart, tourisme et handicap. Le tourisme adapté ou les loisirs touristiques des personnes déficientes, 2011. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, tourisme, patrimoine et mondialisation, 2011. Gisèle Moretti, tourisme et aménagement du territoire en Corse, 2010. J. Spindler, des Hurons, l'évaluation de l'événementiel touristique, 2009. J. Chauvin, les colonies de vacances, 2008. IANKOVAK Dir, le tourisme indigène en Amérique du Nord, 2008. L'AMIC JP, tourisme durable, utopie ou réalité? Comment identifier les voyageurs et voyagistes éco-responsables, 2008. Defasquelle et HDEPERNE Dir, le tourisme durable, 2007. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, l'identité au cœur du voyage, tourisme et identité 2, 2007. KIBICHOW, tourisme en pays Maasai, Kenya, de la destruction sociale au développement durable, 2007. CACCOMO Gisèle et SOLONANDRASANAB, l'innovation dans l'industrie touristique, 2006. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, tourisme et identité, 2006. J. Monsieur de Weilly, tourisme et géographie, entre pérégrinité et chaos, 2006. RAMIROU, PBACHIMON, J. Monsieur de Weilly, J. Malézieux Dir, tourisme et souci de l'autre. En hommage à Georges Caz, 2005. À vol, quand les Mapuches optent pour le tourisme, 2005. Auguillard, le risque voyage, 2005. J. Spindler Dir, avec la collaboration de H. Durand, le tourisme au XXe siècle, 2003. J. Chauvin, le tourisme social et associatif en France, 2002. F. Michel, en route pour l'Asie. Le rêve oriental chez les colonisateurs, les aventuriers et les touristes occidentaux, 2001. JLCACCOMO, BSOLONANDRASANA, l'innovation dans l'industrie touristique, 2001. N. Raymond, le tourisme au Pérou, 2001. Avant-propos. Bernard Pecker, professeur Université Joseph Fourier, Grenoble, directeur du laboratoire Pacte Territoire, UMR Pacte. On trouvera dans les pages qui suivent une interrogation approfondie sur les nouvelles pratiques de mobilité résidentielle. Les populations au sein de la France sont en perpétuel mouvement. Qu'il s'agisse des mobilités pendulaires quotidiennes et des migrations de vacances d'été ou d'hiver, ou de migrations proprement dites vers les espaces ruraux, les mouvements ont tendance à se densifier et les distances à s'allonger. Dans leur composante résidentielle, ces mouvements ne sont pas erratiques, et l'ouvrage cherche à en capter le sens, c'est-à-dire élaborer la clé d'analyse des mutations sociétales révélées par ces mouvements. L'expression « après-tourisme », utilisée ici ou là, ne décrit pas avec précision un comportement mais exprime bien la mutation globale des pratiques touristiques, résidentielles, ou encore de déplacement, mais aussi du rapport temporel et spatial entre moments productifs et moments récréatifs. Au détour des chapitres, on voit émerger la problématique de l'économie résidentielle. Celle-ci clive les espaces de la production d'une part et les espaces de la consommation d'autre part. En effet, traditionnellement, espace de vie et espace d'emploi, représentés par la notion métaphorique de bassin, de vie ou d'emploi, se superposaient dans le monde rural. On pouvait alors parler du développement d'un territoire à l'aide d'indicateurs simples comme le nombre d'emplois dans une zone donnée. L'unité relative de vie et d'emploi portait alors une vraie cohérence fixant pour ces lieux de vie un dedans et un dehors. Dedans on dort, on se divertit au quotidien et on travaille, dehors, on voyage et on part en vacances. Ce sont aujourd'hui ces territoires qui ont tendance à se désagréger. Le social se déconnecte de l'économique. Les cohérences changent d'échelle, il faut repenser les cadres et les concepts qui permettent de les appréhender.
Les individus peuvent être ancrés dans plusieurs territoires selon les fonctions qui les animent: lieu de résidence principal, secondaire, lieu de travail, lieu récréatif, ou au contraire hybrider ces différentes fonctions sur un même territoire dans une forme de polytopie contemporaine. Ces mutations forgent une France différente et affectent autant le tissu des villes que celui des espaces ruraux. L'ouvrage constitue donc une contribution en prospective à la compréhension de la construction de la structure spatiale du pays en train de se faire. Niels Martin, Jean-François Dallet et Philippe Bourdeau, Université Joseph Fourier Grenoble, Laboratoire Pacte Territoire, nous offrent cette réflexion née de diverses rencontres de travail dans le cadre d'un programme soutenu et financé par la région Rhône-Alpes. Ces travaux s'inscrivent dans la constitution d'un réseau de recherche internationale sur ces migrations d'agrément, dont le présent ouvrage est l'un des aboutissements, premier du genre publié en langue française sur cette thématique. Le programme régional portait sur les mutations du monde rural sous la dénomination du cluster numéro 9, Acteurs, agriculture et territoire, 2006 à 2010. Deux grandes orientations de recherche ont structuré la réflexion. D'une part, la question de l'alimentation future des villes avec les mouvements de périurbanisation de l'agriculture, de distribution-production de proximité et leurs conséquences sur la répartition de l'usage des sols, et d'autre part, les mutations des pratiques résidentielles qui donnent lieu à un après-tourisme riche de sens. Préface. Jean Viard, sociologue, directeur de recherche CNRS à Sciences Po, CEDEPOF. Ce livre est le premier à ma connaissance qui fasse un aussi large tour d'horizon des effets collatéraux du tourisme sur la société, en particulier en matière de migration d'agrément, de relations avec les sociétés locales et de nouveaux modes d'habiter. Il sort résolument des travaux autojustificateurs des professionnels du tourisme sur leur propre secteur pour chercher à analyser les effets sociétaux du tourisme, nos cultures du voyage, des loisirs, notre art à faire territoire et société, la place des migrants post-touristiques. Si je voulais faire le sociologue cultivé, je dirais que le tourisme est devenu un phénomène social total, qui a reconstruit peu à peu nos rapports aux autres, aux lieux, à la mobilité, au temps de non-travail et au travail lui-même. Triomphe de l'individu libre dans des vies de contraintes, il fut à l'origine fenêtre sur cour, rituel d'aération et de mobilité des classes dominantes peu à peu démocratisé aux populations laborieuses. Et dans cette démocratisation qui accompagna notre sortie des sociétés essentiellement industrielles, il est devenu depuis un demi-siècle un des grands transformateurs de nos sociétés. Non seulement il a fait de nous des êtres mobiles, ressaisonnalisé le temps industriel et urbain, favorisé une nouvelle culture du corps et du plaisir, sexualisé peut-être même explicitement la production des rapports sociaux, mais il fut porteur d'une nouvelle culture de l'autonomie individuelle, des territoires et d'un bouleversement de la place du travail dans la société. En cela, il a fait bien plus et bien autre chose que nous délasser et reconstruire notre force de travail. Et si depuis 25 ans je parle de société post-touristique pour décrire notre société, c'est avec une volonté claire de parallélisme avec l'idée de société post-industrielle. L'industrie n'y a pas disparu, il est même impérieux de se battre pour son maintien et son renouvellement, mais elle n'est plus le tout du fait social, elle est une des trames structurantes mais plus la seule. L'idée en miroir que je soutiens est que le tourisme, en bateau amiral des temps libres, est venu coproduire la société avec la sphère de la production matérielle. Nous sommes entrés dans une société des deux piliers, où travail et non-travail coproduisent la société. Et chacun a une forme d'autonomie, de capacité propre à produire des normes et des codes, de la richesse et de l'attractivité. Souvent même, c'est maintenant au travail de suivre les populations qui veulent vivre l'imaginaire des vacances à l'année, tout en y travaillant. Plus que la datar sans doute, les vacances et le tourisme ont réaménagé la France, valorisé le soleil, le patrimoine, la nature, le sud. Le repeuplement des campagnes y devient général. La culture de l'urbanité est généralisée. La mobilité rend chaque lieu habitable avec notre culture urbaine, sans doute avec des segmentations générationnelles du territoire auxquelles nous devons être attentifs. Ce livre explore les nouveaux horizons de ces nouveaux enjeux. Il rassemble des chercheurs de différentes universités, mais essentiellement entre Genève, Grenoble et Clermont-Ferrand. On y sent les questions territoriales à l'œuvre, dans ces territoires-là.
On pourrait penser un projet parallèle pour les rivages maritimes ou les métropoles historiques. Et puis au-delà des questions liées au tourisme, ce livre s'interroge sur un nouveau développement local possible et sur les politiques publiques à envisager. C'est donc un livre utile, concret, précis. Enfin, préfacer un ouvrage sur un sujet où mes travaux sont si souvent cités donne une nouvelle valeur à des idées peu à peu dépotées au fil des années. On ne sait jamais où mène l'immense effort solitaire de la pensée. Aussi sentir chez ces jeunes universitaires, pour moi en tout cas, une reprise de pistes de travail ouvertes au fil de mes livres, parfois bien sûr pour les critiquer, crée un sentiment heureux dont je voudrais les remercier. Mais l'intérêt principal de l'ouvrage n'est évidemment pas là. La parole doit rester au tourisme et à ses effets sur la société. Introduction. Philippe Bourdeau, Niels Martin, Jean-François Dallet, Institut de géographie alpine, Territoire Pacte Université Joseph Fourier Grenoble-I. Réputée première destination touristique mondiale, la France est aussi le pays le plus régulièrement classé au premier rang du Quality of the Index, qui désigne chaque année le meilleur endroit du monde pour vivre. Elle n'est pas seule dans ce cas. D'autres pays, de nombreuses régions et une multitude de territoires se voient octroyer, de manière plus informelle, cette double qualification. Il apparaît ainsi que les qualités touristiques attribuées à un lieu se transposent aisément dans l'expression commune de qualité de vie. Dès lors, on assiste, dans la plupart des pays occidentaux, à une véritable mutation dans les choix régionaux et résidentiels des individus. Si la logique néoclassique de la migration admet que ceux-ci s'installent de manière préférentielle sur les bassins d'emploi, l'apparition de ce nouveau modèle migratoire renverse cette théorie. De nos jours, le travail et les aménités économiques sont de moins en moins les critères prépondérants dans les choix de localisation des individus, dépassés par des considérations liées à l'agrément et à la qualité de vie supposée, représentée ou affirmée, voire avérée, d'un lieu. Qui plus est, les modes d'habiter eux-mêmes évoluent, tendant à bousculer les frontières établies. Les individus concernés ont ainsi tendance à devenir géographiquement pluriels, Stock, 2004, n'hésitant pas à pratiquer la multirésidence et à s'investir sur plusieurs territoires. De fait, ce phénomène devra être nécessairement resitué dans des processus plus globaux d'évolution des sociétés contemporaines, en interrogeant différents paradigmes en débat, tels que post- ou transmodernité. L'affirmation progressive de cette dualité touristique et résidentielle constitue la matière d'une interrogation sur les mutations de la mise en désir, de l'animation et de l'identité des territoires. Après s'être affirmé comme fin en soi, le tourisme est aussi devenu un moyen de tester des lieux susceptibles d'être investis à des fins résidentielles, Seriani 2006. De fait, les flux migratoires tendent à suivre les flux touristiques, phénomène que Jean Viard 2000 qualifie de post-tourisme. La notion de migration d'agrément, Moss 2004, Perlich 2007, Cognard 2010, rend également compte de ce mouvement qui attribue de nouvelles fonctions et identités aux lieux touristiques traditionnels. Mais elle mobilise aussi des références et des attributs touristiques, architecture, paysage, patrimoine, loisirs, sociabilité, dans la production de nouveaux lieux résidentiels situés dans des espaces sans forte tradition d'accueil. Dès lors, l'étape de la mise en tourisme n'apparaît plus nécessairement comme un préalable dans la trajectoire territoriale et se voit relayée par la migration d'agrément en tant que projet, ou mythe, développementiste. Nombreux sont les auteurs, les politiques ou les agents de développement qui voient dans ce phénomène un véritable levier pour la revitalisation rurale, tendance que les chiffres de population et de revenus locaux sembleraient étayer. Ce processus de convergence touristico-résidentielle est beaucoup plus qu'un simple indicateur de transition ou de reconversion de régions touristiques, industrielles ou agricoles. En effet, il participe à la recomposition en profondeur du rangement du monde installé au XXe siècle entre les espaces, temps et pratiques de un ici, ville, quotidien, travail, et de un ailleurs, nature hors quotidien, loisirs. Cette mutation produit de multiples entre-deux qui floutent les frontières en installant des continuités et des hybridations où prévalaient jusque-là des ruptures et des fragmentations spatiales, temporelles, culturelles et fonctionnelles, ville-nature, proche-lointain, touristique, non-touristique, travail-loisir, quotidien-vacances. Si la figure générique de l'après-tourisme qui en résulte est encore balbutiante, Bourdeau, 2007, elle intègre au premier chef une dynamique de dédifférenciation entre habiter et visiter,
Houry 2002, Girard 2009, qui s'incarne dans le projet de vivre à l'année dans une maison de vacances, Viard 2000. Sur la base de ce constat, le croisement entre les notions de migration d'agrément et d'après-tourisme ouvre un champ de connaissances encore peu exploré et particulièrement fécond, qui porte sur l'hybridation des fonctions résidentielles, économiques et récréatives. Cette montée de continuum entre espace de vie et espace récréatif invite à repenser et redéployer les concepts et outils mobilisés par les sciences sociales pour étudier les lieux touristiques. Les migrations d'agrément peuvent-elles être comprises avec les grilles de lecture de la périurbanisation, de la rurbanisation ou de la contre-urbanisation? Quid de la notion de station touristique, à partir de certains seuils de résidentialisation? La réponse vient-elle des approches qui posent comme objet central non plus le territoire, mais l'individu, en s'efforçant de comprendre la relation, vécue, rêvée, de l'habitant à ses territoires? Dans tous les cas, il s'agit peut-être davantage de penser les liens retaillés 2000, et les objets hybrides, pratiques, lieux, qui en résultent plutôt que de décrire des limites et produire des découpages dans le temps, l'espace et les activités humaines. Dans ce contexte, l'objectif de cet ouvrage est d'approfondir et de mettre en commun les interrogations, les acquis et les perspectives de connaissance sur un objet, des pratiques et des processus territoriaux aux formes et contours encore incertains ou impensés, dans une perspective pluridisciplinaire, économie territoriale, sociologie, géographie et internationale, France, États-Unis, Suisse, et en intégrant l'expérience de praticiens issus de divers horizons professionnels. La question centrale soumise aux auteurs porte sur ce que font les migrations d'agrément aux pratiques récréatives et aux territoires touristiques, dans un large éventail de configurations rurales et montagnardes. Il s'agit donc d'interroger les mutations et recompositions observées dans la manière dont les processus post-touristiques et les migrations d'agrément contribuent à redéfinir le statut et la dynamique des espaces ruraux et montagnards, tout en examinant les concepts, méthodes, outils et indicateurs aptes à permettre l'observation, l'interprétation et la gouvernance des processus concernés. La rédaction de cet ouvrage repose avant tout sur un constat de relative jachère scientifique sur le sujet dans la littérature française, alors même que la littérature anglophone s'intéresse au phénomène depuis plusieurs décennies, et plus particulièrement depuis les années 90. Aussi, sur la base d'un examen préalable des acquis et des enjeux de la connaissance, plusieurs axes de travail ont été choisis pour développer les interrogations conceptuelles, sociologiques et territoriales que pose le phénomène de la migration d'agrément. Quelles sont les tensions observées entre les fonctions touristiques et les amorces de diversification ou reconversion résidentielle des territoires? Comment définir des outils de mesure économique pertinents des impacts économiques locaux, des migrations d'agrément? Quels sont les enjeux et les orientations des politiques publiques et territoriales vis-à-vis des nouvelles résidentialités et des nouveaux habitants? Les migrations d'agrément peuvent-elles se lire comme l'invention d'un nouveau mode d'habiter et de travailler? Induisent-elles de nouvelles figures récréatives, pratiques de proximité, vacances et loisirs à domicile, qui s'inscrivent dans les contours encore flous d'un après-tourisme? Au terme de ces questionnements, il apparaîtra au lecteur que l'objectif de cet ouvrage sera davantage d'ouvrir un champ scientifique peu exploré, et de réunir un panel de chercheurs et de professionnels travaillant sur le sujet au sein d'un réseau, initié par cette publication et par la tenue de plusieurs colloques. Ce travail a donc vocation à être poursuivi sur le champ théorique, approfondi et étayé par de nombreuses recherches empiriques, ce qui ne manquera pas de compléter et bousculer encore dans les prochaines années notre connaissance du phénomène, la migration d'agrément se posant d'ores et déjà comme l'un des bouleversements majeurs du comportement socio-géographique des individus, et probablement comme l'un des nouveaux paradigmes incontournables de l'après-modernité. Cerner les contours d'un après-tourisme. Philippe Bourdeau, Institut de géographie alpine, Territoire Pacte, Université Joseph Fourier, Grenoble I. De nouvelles manières de conjuguer visiter et habiter, deux termes longtemps antinomiques, redéfinissent les pratiques et le statut de l'univers récréatif. Elles attribuent de nouvelles fonctions et identités aux lieux touristiques traditionnels, tout en mobilisant aussi des références et des attributs touristiques, architecture, paysage, patrimoine, loisirs, sociabilité, dans la production de nouveaux lieux de vie situés dans des espaces sans forte tradition d'accueil.
Ce double processus de convergence touristico-résidentielle est beaucoup plus qu'un simple indicateur de reconversion dans la trajectoire de régions touristiques, industrielles ou agricoles. En effet, il participe à la recomposition en profondeur du rangement du monde, dés retaillés installé au XXe siècle entre les espaces, temps et pratiques de l'ici, ville, quotidien, travail et de l'ailleurs, nature hors quotidien, loisirs. Cette mutation est caractéristique de la postmodernité territoriale au sens d'Antôme et Giraud 2005, un cadre dans lequel de multiples entre-deux dissolvent les frontières en installant des continuités et des hybridations où prévalaient jusque-là des ruptures et des fragmentations spatiales, temporelles, culturelles et fonctionnelles, ville-nature, proche-lointain, intérieur-extérieur, naturel-artificiel, touristique-non touristique, travail-loisir, quotidien-vacances. Ce processus qui réinterroge radicalement les contours de l'habitabilité, i.e., l'ensemble des potentialités et conditions d'occupation d'un espace, mobilise des notions comme celles de migration d'agrément, de migration de style de vie ou de tourisme résidentiel, toujours en discussion, mais dont un ensemble de travaux ont affiné la portée depuis 2 décennies. À cet égard, il est significatif de relever que durant les années 2000, outre de rester la première destination touristique mondiale par le nombre de visiteurs accueillis, la France est aussi devenue le pays le plus souvent classé en tête des index internationaux qui expertisent les meilleurs endroits pour vivre, à l'attention des candidats à la migration les plus privilégiés. L'approche GE-culturelle proposée ici prend acte de cette perspective, tout en la replaçant dans un cadre élargi qui interroge un paradoxe. Tout en devenant central dans les modes de vie, le territoire et l'économie des sociétés développées, les pratiques récréatives, loisirs, tourisme, sport semblent se dissoudre et se dérober de plus en plus en tant qu'objets et opérateurs autonomes. Ce phénomène, dont l'hybridation croissante entre fonctions résidentielles, économiques et récréatives constitue un indicateur clé, mais non exclusif, est analysé à l'aide de la grille de lecture provisoire d'un après-tourisme. La formalisation en sera ébauchée après un panorama synthétique des représentations et pratiques qui recomposent, et parfois débordent, les évidences et les limites du tourisme. Le tourisme réinterrogé par ses confins et interstices. Sans rien négliger de la force des permanences qui fondent l'univers récréatif, il s'agit de mobiliser 2 perspectives centrales pour appréhender ce qui en anime le changement. Tout d'abord une force de dépassement de l'utopie et de l'uchronie touristique, ensuite une dynamique de recomposition des relations ici-ailleurs. Le dépassement de l'utopie et de l'uchronie touristique. La fin d'un consensus ? Des craquements se font jour dans le consensus dominant sur le caractère positif du tourisme et sa neutralité idéologique et axiologique. Il en résulte une mise en cause de la suspension de la dimension historique, d'Alla Bernardina, dont a longtemps fait l'objet bénéficier le tourisme, en revendiquant l'élaboration d'un antimonde utopique et uchronique, notamment marqué par l'abandon temporaire des rôles sociaux et des tensions ou frustrations qu'ils induisent. Alors que le tourisme s'est longtemps voulu hors-champ vis-à-vis des affres du monde de tous les jours avec ses conflits, ses souffrances et ses injustices, cette posture paraît en effet de plus en plus relever du mythe, au sens de paroles soustraites à l'histoire, 1957, et de fait dépolitisé, ce qu'Edgar Morin avait résumé dans la célèbre formule « La valeur des vacances, c'est la vacance des valeurs ». Ce retour au réel temporel, géographique, économique, social et politique se manifeste de multiples manières, et notamment par la construction d'une idéologie critique. On notera à cet égard que si la critique du tourisme est devenue un véritable marronnier pour les médias, elle s'est aussi renouvelée et amplifiée dans ses formes, ses termes et sa portée, en dépassant largement les classiques postures distinctives dénoncées par les critiques de la critique. On voit ainsi s'énoncer des positions radicales qui dénoncent le tourisme comme étendard de la société du travail, secteur clé de croissance pour le capitalisme de production culturelle, vitrine des inégalités sociales et de l'asymétrie nord-sud, au point de susciter de la part de l'OMT une tentative de campagne de réhabilitation du tourisme comme facteur de lutte contre la pauvreté, en associant le tourisme durable à une libéralisation à visage humain, OMT 2006. Pour illustrer concrètement le dépassement du consensus sur le tourisme, on peut relever, de façon non exhaustive, 4 phénomènes. Christine et Bourdeau 2011. Le premier de ces phénomènes est la banalisation des conflits dans le secteur touristique.
Si les conflits environnementaux autour de projets d'aménagement ou de pratiques récréatives controversées sont très classiques, la multiplication des conflits sociaux depuis le début des années 2000 est une donne relativement nouvelle. Première grève des employés de remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver françaises, février 2004, suivi quelques mois plus tard, juin 2004 d'. Un conflit social très médiatisé dans les palaces de la Côte d'Azur à l'occasion du Festival de Cannes. Première grève des salariés d'office de tourisme, septembre 2005. Première manifestation des travailleurs saisonniers à Chamonix, mars 2006. Première grève des salariés du siège du voyagiste Fram en 60 ans en mai 2008. On peut noter à ce sujet que le tourisme est devenu une nouvelle terre de mission pour les organisations syndicales face à des problèmes récurrents notamment liés au travail saisonnier. Précarité, travail illégal, conditions de logement, bas salaire. Le second indice qui attire notre attention est l'affirmation d'un dissensus croissant sur les mobilités au cours des 5 dernières années. Il est banal de rappeler que le tourisme s'est construit et développé sur la base d'une idéologie moderne, de rapport dominant à l'espace par la mobilité. Dans cette logique, la multiplication des déplacements et l'éloignement ostentatoire des destinations visitées sont classiquement analysés comme des facteurs clés de rentabilité symbolique et de distinction sociale. A contrario, un excès de mobilité est désormais interprété comme une figure de fuite impossible face à l'enfermement dans un monde clos, une planète pleine et sans espace selon la formule de Zygmunt Bauman, Bauman 2000. Le tourisme jouerait donc un rôle de premier plan dans la diffusion d'un Tung Mobility dont l'exemple le plus caractéristique est représenté par des pratiques commerciales consistant à offrir un trajet pour l'achat d'un autre produit. Citons par exemple un mobile Samsung acheté, un aller-retour à New York offert, publicité Samsung 2007. Ce qui semble en jeu dans la contestation des mésusages, Aries 2007, de la mobilité, c'est d'abord une inversion de sens et de valeur entre culture légitime et culture contestataire par rapport aux années 1960 à 1970. Dans une société alors dominée par la rigidité et la sédentarité, l'idéal de mobilité s'inscrivait dans un projet de démarcation ou de rupture notamment incarné par la figure du routard. Mais dans la société contemporaine qui s'empare de la mobilité comme instrument économique, projet de management et horizon idéologique de la mondialisation libérale, cette perspective se renverse, et les routards font plus que jamais figure de troupes de choc du tourisme de masse, JD urbain. C'est ainsi qu'en réponse à l'affirmation selon laquelle, dans un monde qui bouge, l'immobilisme est un désordre, M. Lévy, PDG de Publicis, les militants de la décroissance revendiquent « Alors soyons le désordre ». Casseur de pub, 2004. Le troisième de ces signaux est le développement d'un antitourisme, voire d'une touristophobie, déployé à toutes les échelles sur des modes plus ou moins agressifs, du simple collectif antitouriste banalisant via Internet le thème Tourist Go Home, à la prise d'otage ou à l'attentat meurtrier, dont l'occurrence s'est banalisée depuis le début des années 1990. La principale conséquence de ce phénomène est la perte de l'innocence du tourisme face aux réalités du monde. Le visiteur découvre avec surprise et embarras qu'il n'est plus nécessairement le bienvenu partout et en tout temps, et qu'il peut se retrouver piégé par le syndrome de haine de l'Occident pointé par Jean Ziegler. Ce phénomène a pour corollaire une montée des thèmes sécuritaires dans le tourisme et le renforcement de formes protégées et fermées de tourisme qui se mettent en retrait de l'espace public, parcs résidentiels, parcs de loisirs, croisières. Enfin, il semble nécessaire de s'intéresser au rattrapage et parfois au débordement du tourisme par des questions géopolitiques. L'exemple de l'île de Lampedusa, devenue en quelques années un Guantanamo de l'immigration clandestine, où l'afflux de migrants clandestins venus d'Afrique dissout les usages et l'identité touristique dans des enjeux géopolitiques, sécuritaires et humains est emblématique, avec pour conséquence une mort du tourisme déplorée par les acteurs économiques et politiques locaux. De fait, comme l'a noté F. Franjali OMT, migration et tourisme sont de plus en plus imbriqués. Conférence, Berlin 2007, et la différenciation entre vrais et faux touristes, migrants clandestins devient de plus en plus difficile, d'où notamment le renforcement des contraintes au voyage qui pèsent sur les voyageurs. Crise du tourisme et tourisme de crise ? En tant que fait social et spatial total, et donc secteur transversal par excellence, le tourisme fait face à de multiples facteurs d'incertitude et de vulnérabilité, voire de crise,
que ce soit sur le plan démographique, vieillissement de la population, climatique, effet de serre, énergétique, fin du pétrole, économique, précarité, identitaire, altérité anxiogène, culpabilité, sanitaire, pandémie et sécuritaire, prise d'otages, piraterie, attentats sur les lieux touristiques. Sur fond de sunphobia, même l'héliotropisme qui a porté l'imaginaire des vacances n'est plus ce qu'il était, tant la protection vis-à-vis des risques de l'exposition au soleil est devenue un enjeu de santé publique dans certains pays. Ce processus n'est pas sans conséquences sur l'imaginaire et les pratiques récréatives, et induit des représentations a priori divergentes, mais de fait porteuses de la même eschatologie. D'une part, l'idée d'une urgence résumée dans la réponse d'un expert de l'Agence internationale de l'énergie à la question d'une journaliste de Libération, 11 mars 2008. Voyagez tant que vous pouvez maintenant car le coût des voyages en avion va devenir exorbitant. Autre part, la représentation des touristes et de leurs attributs matériels et symboliques. L'automobile, l'avion, l'appareil photographique, les lunettes de soleil, les skis, comme emblématique d'un rapport au monde à la fois menaçant et menacé, comme l'illustre une image diffusée par les casseurs de pub en 2008. C'est dans ce contexte que les médias interrogent de plus en plus souvent les professionnels du tourisme sur le thème « Faut-il se priver de vacances pour épargner la planète ?» À des degrés divers, le sentiment de responsabilité voire de culpabilité qui se fait jour, tout comme la relance du caractère anxiogène de l'altérité se traduisent par des comportements de moins en moins anecdotiques. Toujours sans chercher à être exhaustif, on peut en évoquer deux figures particulièrement intéressantes par leur forme et leur signification. La première repose sur des tentatives de reconstruction du sens et de la justification de la mobilité récréative par le recours à des prétextes ou justifications à caractère éducatif, stages, séjours, professionnels, tourisme d'affaires, scientifique, recherche sur le terrain, voyage d'études et colloques, humaniste ou encore militant. On arrive ici sur le terrain du tourisme humanitaire, du volontourisme ou encore du woofing. Ce qui semble en jeu dans ces déclinaisons d'un tourisme se voulant utile en se réclamant de finalités autres que récréatives, c'est par contraste la remise en question d'un tourisme gratuit, ce qui constitue une relance inattendue d'une posture courante dans la période antérieure au XXe siècle, quand le tourisme pour lui-même n'était pas encore légitime. La deuxième de ces figures est l'évitement ou le renoncement au tourisme en totalité ou sous certaines formes. Limiter ses déplacements de week-end, ne pas prendre l'avion, ne pas voyager en low cost. Ce phénomène recouvre de multiples situations individuelles et collectives, qui sont encore très mal connues. Par ailleurs, ce phénomène devient un axe de communication à part entière pour les services de promotion touristique des départements et régions, sur fond de volontarisme environnemental et citoyen. En France par exemple, la campagne de communication Ne parte plus en vacances, Conseil général des Bouches-du-Rhône 2007, invite un large public à rejoindre ceux qui ont décidé de rester par un jeu concours sur le thème « Mes vacances à la maison ». Dans un autre registre médiatique, les agences de presse britanniques ont même diffusé en janvier 2007 un communiqué selon lequel « Le prince Charles renonce au ski pour sauver la planète ». Bien sûr, on n'oubliera pas non plus la figure d'un renoncement subi au tourisme qui se fait jour sur fond de rebond de la crise économique. La difficulté croissante à être touriste et plus encore à se reconnaître comme touriste qui est liée à ces deux figures, pourra être interprétée comme une posture distinctive très commune. Mais celle-ci semble accentuée et dépassée par de multiples facteurs. On pourrait ainsi évoquer une crise identitaire du touriste, qui ne veut plus s'assumer en tant que tel et cherche à décentrer sa position et son regard par rapport aux sociétés visitées, en cherchant à accéder à une vision de l'intérieur du pays fréquenté, sur la base d'autres relations et médiations que celles induites par le dilemme visiteur-visité ou client-prestataire. Relations éducatives, humanitaires, professionnelles, non marchandes. Le voyeur potentiel. Le non-touriste voudrait ainsi espérer parvenir au statut de témoin accomplissant un acte citoyen, comme dans le cas des voyages solidaires organisés par des ONG ou des tours opérateurs militants en Palestine ou en Irak. De même, en refusant d'être simple consommateur, il pourra se sentir invité, comme dans le cas du couchsurfing qui se présente comme vecteur de renouvellement du sens du voyage, rencontre réelle, au sens de non virtuel tournée vers les échanges et l'hospitalité réinventée.
Il est évidemment possible d'interpréter ces mouvements comme autant de manifestations d'un tourisme de crise qui frapperait en priorité une fraction des classes moyennes et moyennes supérieures culpabilisées et inquiètes, tétanisées dans une posture de démission vis-à-vis du consumérisme touristique et de ses prédations environnementales et sociales. Mais il est aussi possible de le comprendre comme l'amorce d'un processus de transgression des limites, au sens de frontières et de normes, du tourisme, y compris dans leur déclinaison se voulant durable, qui reste cantonné sur une position d'horizon maximum de réforme possible dans le cadre du modèle économique et idéologique dominant. Il en découle une très grande inventivité en matière de pratique et d'usage de l'espace, qui participe à une recomposition des relations ici-ailleurs. La recomposition des relations ici-ailleurs. Le contraste avec le contexte potentiel de crise du tourisme qui vient d'être envisagé est flagrant si l'on examine le foisonnement dans les kiosques d'une presse spécialisée aux titres éloquents, la plupart créés depuis le milieu des années 2000. Voyageurs, un esprit d'ailleurs, Globetrotter, Carnet d'aventure, Désir de voyage, Ushuaïa Magazine. Il semble donc à juste titre que les vertus de l'ailleurs, de préférence dans son acception lointaine, n'aient jamais été aussi célébrées qu'à l'heure actuelle. Pourtant, dans ce contexte de vitalité médiatique, que d'aucuns interprètent comme l'expression symptomatique d'un manque d'altérité, le rapport ici-ailleurs s'enrichit et se reconfigure en intégrant des pratiques, des représentations et des valeurs inédites ou renouvelées. Pour les désigner, on pourrait évoquer le thème d'une hybridation croissante entre pratiques, temps, lieu, économie touristique et non touristique, qui produit de multiples entre-deux là où prévalait rupture, frontières et spécialisation. Les axes marquants qui se dégagent de ce phénomène relèvent de multiples registres étroitement liés, qui ne peuvent ici être évoqués que de manière succincte, au risque d'un effet d'énumération. L'essor des pratiques urbaines permet à de nombreux auteurs de s'accorder sur le fait que le tourisme et les loisirs font désormais figure de médias majeurs de réécriture de la ville, Fegononi et Bouchani Barakat, 2006, et celle-ci a été largement confortée comme destination touristique majeure à la fin du XXe siècle. Outre les formes classiques du tourisme urbain, culture, patrimoine, événements, shopping, affaires, de multiples relectures de l'espace urbain sont à l'œuvre dans ce processus. Pratiques diurnes ou nocturnes, souterraines, cataphiles ou aériennes, stégophiles, autant de chemins de traverse propices à des expériences renouvelées visant à redécouvrir une ville insoupçonnée, cachée, dérobée. À certains égards, la montée d'une urbanité sans bornes, Melvin Weber, s'accompagne d'un mouvement symétrique par lequel la ville cherche désormais en elle-même l'ailleurs naturel qu'elle trouvait auparavant en dehors d'elle. On retrouve ici le schéma d'un changement de nature de la ville sous l'influence d'une envie de nature, Certu 2006. La touristification des lieux ordinaires consacre le dépassement de la partition binaire de l'espace qui a longtemps défini la division du monde entre zones touristiques, pures, sacrées, pleines, et zones non touristiques, impures, profanes, vides. À l'opposé des modèles traditionnels d'attractions touristiques fondés sur le prestige du paysage et du patrimoine ou l'offre d'activités distinctives, un nombre croissant de villes petites ou moyennes et d'espaces périurbains sans tradition d'accueil cherchent en effet dans le tourisme une nouvelle voie de développement ou de requalification économique et territoriale. Tels qu'ils peuvent être observés à l'échelle locale, les enjeux d'introduction, parfois au forceps, de références touristiques à partir de valeurs patrimoniales urbanistiques, culturelles, industrielles et paysagères redécouvertes ou réinventées relèvent non seulement de stratégies de relance économique, mais aussi, et même surtout, de recherche de requalification identitaire par revalorisation du sentiment d'appartenance. Le réseau des plus beaux détours de France, qui regroupe une centaine de communes ordinaires, témoigne de la structuration de ce phénomène. Le renouveau des pratiques de proximité relève à la fois de pratiques spontanées, de projets militants de relocalisation du tourisme à des fins de responsabilité environnementale, et d'un volontarisme porté par les acteurs du développement territorial. Les slogans qui font référence à l'intérêt ou la nécessité d'un tourisme de proximité tendent donc à se banaliser comme une revendication partagée. Si près, si loin. CDT Isère 2003, Se sentir bien sans aller loin, CRT Rhône-Alpes 2005, L'été sans bagnole, La décroissance 2006. Souvent, c'est un télescopage d'images et de références entre le proche et le lointain qui se joue sur le thème. Madagascar ? Non, Jura.
Comité départemental du tourisme du Jura 2008, ou à partir d'images croisées comme quand les visuels alpins se télescopent avec des astronautes, le monstre du Loch Ness ou King Kong, à Berne, chemin de fer fédéraux suisse CFF 2008. Nombre d'espaces proches se voient ainsi recodés avec une valeur ajoutée d'altérité. Trekking dans les Cévennes, marche nordique dans la Ruhr, les écrins, terrains d'aventure exotiques, séjour dans des yourtes ou des tipis dans le Limousin. Le recentrage sur le domicile des pratiques récréatives ajoute désormais le schéma Do It at Home, sur le modèle de la stage-cation, être touriste chez soi, au slogan Do It Yourself, qui a porté le développement du bricolage, de la décoration intérieure et du jardinage dans les dernières décennies du XXe siècle. Comme l'a montré Jean Viard, 2006, le domicile cesse d'être une entité fonctionnelle et devient le lieu par excellence non seulement de la sociabilité, mais aussi de la pratique individualisée de nombre de pratiques récréatives autrefois vécues à l'extérieur dans un contexte touristique et collectif. Citons à titre indicatif des pratiques notamment liées à l'équipement et à l'aménagement du domicile, comme le cinéma, home cinéma, la musique, home studio, le sport, salle de gymnastique, pan d'escalade, la baignade, piscine et le bien-être, jacuzzi, sauna, en même temps que se rejouent les limites fonctionnelles et symboliques entre l'intérieur et l'extérieur, jardin et terrasse investis, meublés et décorés comme une nouvelle pièce de la maison, terrasse d'intérieur, Castorama 2009, mais aussi entre travail et temps libre. On peut enfin citer pour mémoire la banalisation des usages non touristiques des équipements et espaces touristiques. Les campings utilisés pour un habitat semi-permanent, Poulain 2001, les tentes de randonnée recyclées par les SDF, les équipements d'escalade adoptés par les forces de sécurité. Une vue d'ensemble de ces phénomènes semble donner à voir un réenchantement de l'ici au fur et à mesure que l'ailleurs se désenchante par perte de son altérité, ou au contraire par regain incontrôlé d'altérité en redevenant anxiogène. Il en résulte une relance inattendue de ce qu'Abraham Moll avait désigné comme la loi d'airain de la proxémie, à savoir la primauté axiologique de l'ici et l'effet atténuateur de la distance sur la pratique et l'investissement psychosociologique de l'espace éloigné, Moll et Romer, 1998. Un temps largement relativisé par la survalorisation symbolique et pratique de l'ailleurs vis-à-vis de l'ici. La dédifférenciation, Lach, 1990, qui en résulte se traduit par un dépassement du système associé distinct de l'ici et de l'ailleurs qui procède d'un réagencement de forme et de sens. La touristification du quotidien incarne de manière emblématique ce pas de deux à partir de pratiques récréatives inhabituelles portées par une inventivité débridée. De multiples relectures des espaces et temps de proximité transfigurent ainsi leur banalité sur le mode « sous les pavés la plage » et donnent lieu à la redécouverte d'expériences largement inspirées par le situationnisme, Debord 1967. La randonnée urbaine de 3 semaines, ici EST ailleurs, organisée en 2002 dans l'agglomération grenobloise par le collectif Ici même, est racontée dans un ouvrage intitulé Les paysages étaient extraordinaires, Ici même 2004, comme une exploration des usages refoulés de l'espace urbain, est emblématique de cette démarche. Camping au pied des immeubles, hébergement chez l'habitant, performances et rencontres sur les marchés, collecte et diffusion de sons et des apostrophes, images. On se rapproche ici d'un tourisme expérimental, servi par une créativité ludique sans limite, Anthony, Henry et Nustrum 2005. Visiter un site les yeux bandés, prendre une photo toutes les 30 minutes, s'intéresser aux casernes de pompiers ou aux aérogares plutôt qu'aux monuments historiques, etc. Ce faisant, on ne manque pas de retrouver dans ce phénomène les traces de l'anti-voyage des années 1960 à 1970, Serre 1974 et de L'. Antitourisme contemporain, Christine 2008, avec en outre une dimension ludique et provocatrice qui se décline sur de nombreux registres, comme par exemple dans le cas de la randonnée en montagne avec le topo-guide cocasse des 100 plus bêtes, Tauveron 2008, parodie inspirée des 100 plus belles, Ascension de l'Auster-Gaston Rébuffat. De telles dynamiques contre-culturelles ou sous-culturelles constituent sans doute des réservoirs d'innovation touristique. Mais l'attention portée aux différentes formes récréatives alternatives gagne aussi à être étendue à l'idée d'alternative au tourisme. Loin d'un simple anticonformisme dont le but serait de déjouer l'emprise touristique de tout voyage, Fiol et Maniglier 2004, cette position se vit dans nombre de pratiques ordinaires.
tournées de musiciens amateurs, itinérances existentielles ou militantes, stages artisanaux ou de développement personnel, chantiers coopératifs, expériences de volontariat et de bénévolat, autant de modes d'usage de l'espace et du temps qui, tout en se vivant comme des aventures personnelles, affranchissent des codes, comportements et lieux légitimes du tourisme pour jouer sur des combinaisons d'altérité et de registres relationnels, existentiels, artistiques, manuels, intellectuels, géographiques et temporels. Les règles et formes du tourisme sont ici ignorées, évitées, oubliées ou niées au moyen d'euphémismes de nature et de degrés divers. Après tout, il n'est guère étonnant de voir le mythe émancipateur des vacances usé par plusieurs décennies de rituels conformistes. Au moment où être touriste est en passe de devenir un métier à part entière, avec ses compétences de plus en plus pointues et sa déontologie toujours plus exigeante, on peut donc prendre acte avec Jean-Viard de la fin des vacances obligatoires. Si être ou ne pas être touriste est en passe de devenir une question existentielle à part entière, on peut aussi évoquer une crise identitaire du touriste, un touriste qui ne veut plus s'assumer en tant que tel et voudrait décentrer sa position et son regard par rapport aux sociétés visitées en cherchant à accéder à une vision de l'intérieur du pays fréquenté sur la base des '. Autre relation et médiation que celle induite par le dilemme visiteur-visité ou client-prestataire, de préférence des relations éducatives, humanitaires, professionnelles, non marchandes, de voyeurs potentiels. L'aspirant non-touriste espère accéder au statut de témoin accomplissant un acte citoyen, comme dans le cas des voyages solidaires organisés par des ONG ou des tours opérateurs militants en Palestine ou en Irak. De même, en refusant d'être simple consommateur, il pourra se sentir invité, comme dans le cas du tourisme participatif, couchsurfing, greeters, woofing et des séjours centrés sur la vie quotidienne des pays fréquentés. La campagne 2011 de communication de la Bourgogne joue exactement sur ce registre en proclamant « Il n'y a pas de touristes en Bourgogne. On y trouve par contre des aventuriers, des amoureux, des cyclistes, des mélomanes. » Ébauche d'une formalisation en termes d'après-tourisme. La vitalité des mouvements aux confins du tourisme annonce-t-elle le dépassement, le débordement voire la fin du fait touristique tel qu'il est communément défini ? Pouvons-nous pour autant assimiler ce que nous observons à une fin du tourisme dans une économie des signes globale ? Houry 2002 ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un processus de subsumation du tourisme, qui renverrait à un changement d'échelle dans la prise en compte d'un objet individuel repensé dans un ensemble ? La touristification généralisée, annoncée par certains observateurs, ne peut évidemment pas être prise au premier degré quand moins de 4% de la population mondiale ont accès au tourisme. Le projet humaniste de démocratisation de l'accès au voyage est en effet loin d'être achevé face aux inégalités et dissymétries observables face à la mobilité, que Mimoun Hilali, 2003, a résumé à l'échelle des rapports Nord-Sud dans la formule choc, défoulement des nantis versus refoulement des démunis. Pourtant, le tourisme comme projet moderne d'un monde qui est à tout le monde, publicité Fram, ne semble plus autant aller de soi. Alors que l'ordre touristique se recompose du local au mondial, l'intégration de nouvelles grilles de lecture et de nouveaux indicateurs s'impose à l'observateur. Citons de manière non exhaustive la nouvelle dimension du concept d'habiter travaillé par les géographes, Lazzarotti 2001, Stock, 2004 et 2006, le passage d'un raisonnement en termes d'économie touristique à un raisonnement en termes des '. Économie résidentielle et présentielle, Davesi et Lejoux, 2003, du fait du poids croissant des revenus de redistribution, ou encore le passage de la notion de touriste à celle de récréatif, Lajarge, 2006. Comment penser et désigner la convergence de l'ensemble de ces recompositions du champ récréatif, sans en masquer les contradictions ? Si la notion de post-tourisme mobilisée par un certain nombre d'auteurs semble pertinente à de nombreux égards, encore faut-il en distinguer deux acceptions quelque peu différentes. Au sens littéral, le post-tourisme peut être défini comme un processus de transition et de reconversion résidentielle des stations et régions touristiques, notamment illustré pour la France par les travaux de Jean Rieucot sur la Grande Motte, Rieucot 2000, de Philippe Viollier sur la Baule, Viollier, 2002, et par les réflexions au long cours de Jean Viard, Viard 2000 et 2006. Cette approche inclut l'observation des nouvelles stratégies résidentielles des actifs et des retraités, qui se déploient sous forme de migration d'agréments sur des lieux touristiques,
un phénomène qui témoigne de la généralisation de représentations cherchant à intégrer dans l'univers quotidien l'imaginaire, l'environnement, le mode de vie et la sociabilité des vacances, Oury 2002, Viard 2006, y compris au risque de phénomènes de repli fonctionnel, accent aigu au culturel et identitaire. Dans un sens élargi, le post-tourisme peut être défini comme un tourisme postmoderne, renouvelé par des phénomènes de réinvention et d'hybridation récréative et géotouristique qui font la part belle à l'hétérogénéité des nouveaux lieux mis en tourisme, Sarajevo, Dubaï, des mines de charbon, et des nouveaux regards, pratiques et liens qui s'y déploient, notamment des jeux acceptés avec l'inauthentique, le spectacle, le superficiel, le kitsch ou l'éphémère. Cette acception du post-tourisme est très marquée par les travaux des chercheurs anglophones, Oury 2002, Baumann 2000, Pfeiffer 1985, mais se retrouve également dans l'approche des effervescences contemporaines par la sociologie de Michel Maffezoli 2003. Ces deux formes de post-tourisme sont certes les plus accessibles à l'observation et à l'approche empirique au moyen d'études de cas, mais elles n'épuisent pas le sujet des mutations et transitions de la relation ici-ailleurs dans le cadre de nouveaux paradigmes récréatifs. Comment alors rendre compte du changement de statut des pratiques et lieux touristiques dans le jeu de dualité, crise du tourisme, tourisme de crise et tourisme alternatif, alternative au tourisme? Comment faire tenir ensemble migration d'agréments et nouvelles pratiques résidentielles, remise en cause de l'utopie et de l'uchronie touristique, recherche de continuité entre pratiques récréatives, sociales, culturelles, spatiales, de vacances et pratiques quotidiennes, touristification des lieux ordinaires, accent aigu au situationnisme récréatif, tourisme expérimental, nouveau rapport ville-nature dans le cadre de la métropolisation, dépassement de la logique d'unité de temps, de lieu et d'action incarnée par L'. Idéal de station, montée des enjeux de responsabilité environnementale, sociale et éthique, tourisme utile, tourisme participatif. Même si l'ensemble de ces processus ne se présente pas de manière univoque, une mise en perspective hypothétique des transformations, déclinaisons ou avatars du fait touristique peut être tentée à partir d'une quadruple grille de lecture. Le tourisme au sens strict, né avec la modernité, reposerait sur une logique interne dans laquelle les notions d'accès à un lieu situé ailleurs, de découverte et de visite sont centrales, nécessaires et suffisantes à la définition de l'expérience touristique, ce qui en ferait en quelque sorte un tourisme au premier degré. Le moteur d'intervention politique et socio-économique, correspondant au développement et à l'accompagnement de ce tourisme, se réfère à une rationalité essentiellement instrumentale. Comment ? Mobilisée par des questions d'infrastructures de transport et d'hébergement. Il s'inscrirait donc dans une logique de planification et d'aménagement d'espaces ad hoc fortement polarisés et polarisants, dont le haut lieu patrimonial, monument, grand site et la station seraient emblématiques. Le post-tourisme, issu de la postmodernité, pourrait être défini à partir d'une logique interne de jeu et de transgression ludique, jouant de l'artifice, de l'inauthenticité, du pastiche, de la provocation et même du cynisme sur le mode du « ah pourquoi pas ». Dans ce tourisme au second degré, le principal facteur d'attraction ne serait plus d'ordre géographique, paysager ou patrimonial, mais serait centré sur la sensation et l'expérience offerte par des événements, des spectacles, des fêtes ou par des expérimentations récréatives débridées et hybridées, dans lesquelles le marketing de la nouveauté et l'animation joueraient un rôle central. Le parc de loisirs, l'événement itinérant, le spot insolite et éphémère en serait caractéristique sur un mode spatio-temporel qui s'apparenterait à celui de l'enclave. L'hypertourisme, pensé à partir de la notion d'hypermodernité Lipovetsky, 2006, constituerait une exacerbation technologique, géographique et culturelle du sens et des formes du tourisme moderne poussées à leur paroxysme, voire à leur saturation. Porté par une surenchère en termes de mobilité et de luxe sur le mode du plus loin, plus haut, plus fort, plus cher, il accentuerait l'utopie et l'uchronie de l'insularité et de l'altérité touristique à grand renfort d'équipements ultra-sophistiqués portés par une inflation instrumentale, encore plus. Sa logique souvent élitiste pourrait être illustrée par les nouvelles croisières, le tourisme spatial, les palaces surétoilés et les centres commerciaux ou récréatifs sur le modèle de Dubaï. NB. La distinction avec le courant post-touristique est à affiner. Le transtourisme écho d'une transmodernité,
Dussel 1992, Grofogel 2005. Rodriguez Magda 2004, Atelievich 2008, Komlou 2010, constituerait quant à lui un au-delà du tourisme, porté par un dépassement des genres et des catégories habituelles visant l'exploration d'altérités négligées ou refoulées. Ce tourisme au troisième degré, volontiers normatif et inscrit dans une rationalité finalisée, pourquoi ? Renverrait à des pratiques et représentations de la récréation marquées par un volontarisme éthique, social, environnemental, économique, et une recherche de cohérence existentielle, basée sur l'hybridation de l'univers récréatif avec la vie quotidienne, l'agriculture, le patrimoine, l'artisanat, l'éducation, le développement personnel et même la spiritualité. Porté par une logique de collectif et de territoires apprenants, il s'inscrirait dans une figure de l'entre-deux entre quotidienneté et tourisme, registre amateur et professionnel, lieux ordinaires et touristiques, tout en étant marqué par une grande diversité de pratiques oscillant entre relocalisation récréative et itinérance au long cours, entre engagement militant et surenchère esthétisante en termes de sens, d'authenticité ou de mystique, comme par exemple dans le cas du tourisme chamanique, Basset 2011. C'est bien une cohabitation entre ces formes et forces actives dans le champ touristique qui devrait être envisagée. Ce que nous proposons d'appeler après-tourisme serait donc composite et regrouperait à minima 4 modalités mutantes, du tourisme moderne, catégorie non exclusive puisque certains recoupements voire ambiguïtés entre elles sont patents. Dans ce contexte de chantier conceptuel, il s'agit bien d'ouvrir, d'inciter, de provoquer, de conforter l'intérêt des sciences sociales pour une approche renouvelée d'un fait récréatif qui ne cesse d'être, comme tout au long de son histoire, engagé dans de multiples processus de mutation, de transition et de recomposition qui ne vont pas sans permanence et inertie. Les enjeux de connaissances mobilisés sont d'autant plus stimulants qu'ils sont largement transversaux au champ des sciences sociales. À cet égard, une grande diversité de modes et grilles de lecture est possible en fonction des entrées disciplinaires et des champs retenus, la culture, l'économie, la politique, le temps, l'espace, le territoire. La question des régimes d'historicité, modernité, postmodernité, transmodernité, des régimes économiques, Fordisme, post-Fordisme pourra être structurante pour certains, alors que pour d'autres ce seront des options d'ordre sectoriel, thématique ou appliqué qui prévaudront. C'est à partir de cette pluralité et de cette plasticité que l'après-tourisme pourra être exploré comme une perspective de déconstruction d'évidence, qu'elle soit académique, idéologique ou socio-économique. Un questionnement renouvelé sur la dialectique habitée-visitée. Ainsi ébauchée, la grille de lecture aussi imparfaite que provisoire de l'après-tourisme tente de replacer la question de l'entre-deux récréatif, résidentiel comme un des pivots de la recomposition entre l'ici et l'ailleurs. Ce dérangement des catégories de pensée élaborées autour du fait touristique impose à l'observateur une remise en perspective qui rejoint le constat fait par Angelo Turco. Il fut un temps où les géographes racontaient un monde où toutes les choses étaient à leur place, Turco 2000. Alors que dans nombre de territoires il devient de plus en plus difficile de distinguer les habitants temporaires Stock 2001, des touristes permanents, Jackson 1986, les interprétations divergent pour voir dans ce processus un vecteur de touristification généralisée ou au contraire un facteur de fin du tourisme. Le rêve de vivre à l'année dans une maison de vacances, Viard 2000, la vision d'une belle vie comme une vacance continue, Houry 2002, ou de la retraite comme plus grande vacance de la vie, Rodriguez 2001, prennent-ils le pas sur la quête du paradis temporaire promis par le tourisme ? Dans la recherche d'un lieu de vie parfait, et sur fond d'autonomie croissante des individus dans le choix de lieux de vie successifs, le tourisme devient-il avant tout un moyen de tester les lieux, Seriani 2006, et d'acquérir au passage des compétences d'évaluation de leur habitabilité, au regard de qualités paysagères, environnementales, patrimoniales et d'art de vivre, qui seront ensuite mobilisées pour guider les parcours résidentiels ? Quelle est dans ce contexte la portée des pratiques et représentations inhérentes au recentrage récréatif sur le domicile ? Tout comme la redécouverte des proximités les plus négligées dans un imaginaire touristique conventionnel colonisé par le prisme de l'exotisme, les vacances à la maison, staycation, participent-elles à la concrétisation du projet situationniste de transfiguration de la vie quotidienne par le dépassement des frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire ? Sont-elles le laboratoire d'un après-tourisme vertueux,
notamment sur le plan environnemental, ou témoigne-t-elle au contraire, ou aussi, d'une nouvelle étape dans un repli frileux sur une maison-refuge dont le tourisme et les loisirs ont un temps contribué à s'émanciper? Une brochure de la grande surface de bricolage Castorama diffusée en 2009 en dit long sur les représentations, valeurs et idéologies en jeu dans ce processus. Sensation de liberté, se sentir chez soi, se protéger, créer un espace sans danger. Vanneaux, clôtures bois, grillages, délimitent naturellement les frontières entre chez vous et ailleurs. Être chez soi, c'est être libre. Cette posture ne manque pas d'être tournée en dérision, comme le montre l'exemple de la campagne publicitaire Voyage Atome, initiée par le guide du routard, qui suggère avec ironie « Un autre tourisme est possible, le voyage sans dépaysement ». Pourtant, au-delà des critiques et railleries, il n'est pas exagéré de spéculer sur le fait que pour nombre de contemporains, toute expérience récréative hors du cocon familier semble de plus en plus difficile à concevoir hors d'un espace fermé et surprotégé. C'est pourquoi il est très significatif que les formes touristiques qui sont généralement montrées comme emblématiques de l'avenir aient en commun d'être fermées, à la manière d'un gated tourisme. En effet, qu'elles se déclinent de l'élitisme, complexes hôteliers, résidentiels et commerciaux de type Dubaï, tourisme spatial, à la démocratisation, croisières, parcs récréatifs, elles se donnent à voir comme des bulles parfaites où la sécurité et l'entre-soi sont des priorités, à l'instar des enclaves que sont les villes ou quartiers résidentiels privés. À cet égard, le tourisme lui-même, ou en tout cas certaines de ses formes les plus visibles, se rapprocherait du modèle protecteur dont le domicile est l'idéal type. De leur côté, les campagnes des collectivités territoriales qui s'emparent du thème, ne partent plus en vacances, vous y êtes déjà, jouent sur les valeurs de la responsabilité environnementale et du bien-être avec des arrière-pensées stratégiques. Dans un contexte de prise de conscience du poids économique de l'économie résidentielle, leur objectif est d'éviter les fuites de population, et donc de consommation, vers d'autres destinations touristiques. L'enjeu consiste alors à miser sur la capacité d'une socio-économie territorialisée de la vie quotidienne à prendre le relais des forces productives, pour assurer le développement d'une économie locale rentière apte à faire contrepoids aux risques des secteurs exposés aux crises économiques. Tout en étant très controversée, et même si elle a encore très peu pénétré les milieux touristiques, cette problématique s'inscrit dans le renouvellement de la réflexion sur le rapport entre économie et géographie qui compose le tournant territorial, envisagé par Bernard Pecker 2006. Dans nombre d'espaces ruraux, le secteur résidentiel a de fait pris le relais du tourisme comme mythe développementiste. Et dans les espaces touristiques, des scénarios de transition et de diversification résidentielle sont d'ores et déjà à l'œuvre, même si les opérateurs et acteurs locaux en ignorent, en négligent ou en rejettent la perspective en la réduisant à des contraintes, que ce soit une baisse de fréquentation, la perte de lits touristiques, l'inflation de demandes de services, la multiplication de conflits d'usage ou la montée de tensions identitaires. Il est vrai que sur fond de crise, les incertitudes inhérentes à une recomposition ou à une bifurcation largement subie renvoient à crainte légitime de lâcher la proie pour l'ombre. La question de l'après-tourisme ne se limite donc pas à une discussion notionnelle, mais implique des enjeux de connaissances empiriques en phase directe avec des enjeux d'action territoriale. C'est pourquoi l'observation des processus à l'œuvre dans différentes configurations territoriales, et le croisement des questionnements toujours situés qu'ils induisent, offre la matière d'étude de cas féconde aussi bien en ce qui concerne les pratiques résidentielles ou l'expérience des lieux que les trajectoires et les compétences territoriales. Bibliographie. Antôme B., Giraud F. 2005. Le territoire est mort, vive les territoires. IRD. Antonière, Henri J., Nustrum AD 2005. Lonely Planet Guide to Experimental Travel, Lonely Planet Publication, London. ACV 2011. Du tourisme au néo-chamanisme. Exemple de la réserve naturelle sacrée de Wirikuta au Mexique, l'Harmattan. Bowman Z 2000. Liquid Modemi Politique Cambridge. Bourdeau PH 2005. Les représentations de la nature dans le discours publicitaire sur le matériel et les vêtements de sport de montagne, 19 822 002. À la recherche d'indicateurs géo-accent-aiguo-culturels du rapport à l'ailleurs dans les sociétés urbaines contemporaines, Loisirs et sociétés, Leisure and Society, Montréal, volume 28 numéro L,
pp 31 à 48. Voyez Monsieur 1999. Le tourisme de l'an 2000, Presse universitaire de Lyon, Lyon. Christiner et Bourdeau PH, 2011. Le tourisme, émancipation ou contrôle social? Editions du Cocan. Christiner 2008. Manuel de l'antitourisme. Yago. Davziel, Le Joupé 2003. Derrière l'économie productive, attention à l'économie présentielle. 39e colloque de l'ASRDLF, Lyon. Davéziel 2008. La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses, Le Seuil, Paris. Antraïkin JN 1991. The Betweenness of Place. Towards a Geography of Modernity, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Équipe MIT, 2002. Tourisme 1, Lieu commun, Belin, Paris. Pfeiffer Monsieur 1985. Going Place, Macmillan, London. Geoffroissé 2005. L'immigration des Britanniques à Chamonix. Communication au séminaire La sociabilité dans tous ses états, CRIDAF, Université Paris 13, le 12 février 2005. http://www.unif-paris3.fr/cridaf-cridaf-séminaire 0405.htm. Consultez le 20 octobre 2008. Ici même 2004. Les paysages étaient extraordinaires. Ed. Tous travaux d'art Grenoble. Jackson R 1986. Second Home Domestic Tourisme. Annals of Tourism Research, 13 tiers, pp 367 à 391. Lajarge R 2006. Des parcs sans jardin et des récréatifs sans touristes? In Tourisme en campagne scénario pour le futur. Revue pour numéro 191 Paris, pp 42 à 46. Lazzarotti 2001. Les raisons de l'habiter. Habilitation à diriger les recherches, Université de Paris 7, Denis Diderot. McWathers MR 2009. Residential Tourism. The Constructing Paradise. Channel View Publication. Maffezoli Monsieur 2003. L'instant éternel, la table ronde Paris. Michel F 2000. Désir d'ailleurs, Armand Collin Paris. Pecker 2006. Le tournant territorial de l'économie globale. Espace et société numéro 124-125 et 2006-3, pp 17 à 32. Perlich Monsieur 2006. The Specifics of Amenity Migration in the European Alps, in Moss LAG édition. The Amenity Migrant, Seeking and Sustaining Mountains and Their Culture, Cab International, pp. 215 à 231. Poulain F 2001. Le camping, alternative à la résidence secondaire. Cahier espace numéro 69, pp 106 à 112. Roche A 1996. Vacances en Trends de 1830 à nos jours, Hachette, Paris. Ryoko J 2000. La Grande Motte, ville permanente, ville saisonnière, Annales de géographie, Paris numéro 616, page 631 à 654. Sibonidé, 1991. Entre deux. D'origine en partage, Seuil, Paris. Stock Monsieur 2004. L'habiter comme pratique des lieux géographiques, espace-temps.net, textuel. 18-12-2004 http://espace-temps.net documentel38.html. Stock Monsieur 2006. L'hypothèse de l'habiter polytopique. Pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles, espace-temps.net, textuel, 26-2-2006 http://espace-temps.net documentel853.html. Talandier Monsieur 2007. Un nouveau modèle de développement, hors métropolisation. Le cas du monde rural français. Thèse de doctorat en urbanisme, aménagement et politique urbaine. Université Paris 12 Val-de-Marne, Institut d'urbanisme de Paris. Turcot 1 2000, Pragmatique de la territorialité, In Lévy J et Monsieur Lusso Audir. Logique de l'espace, esprit des lieux. Géographie à Cerisy, Belin, Paris, pp 287 à 298. Houry J 2002. The Tourist Gaz, Sage Publication London. Viard 2000. Court traité sur les vacances, les voyages et l'hospitalité des lieux.
L'Aube, la Tour d'Aigle. Viergy 2006. Éloge de la mobilité, l'Aube, la Tour d'Aigle. Violier PH 2002. La Baule de la station au lieu de vie, MapMonde 66, pp 20 à 24, Belin, Paris. Un état des lieux de la connaissance, quelles approches quantitatives et qualitatives? Origine et développement du concept de migration d'agrément. Romelia S. Glorioso, Ph. D. et Laurence Agemos, Ph. DLNT National Amnesty Migration Center, Spokane, État de Washington, États-Unis, et Glorioso Moss et Associés, Caslo, Colombie-Britannique, Canada. Introduction. Les migrations d'agrément sont un phénomène sociétal complexe et multidimensionnel pouvant prendre, depuis sa naissance relativement récente, des aspects très variés selon le lieu concerné. De la même manière, il existe des différences significatives dans la perception et la compréhension de la nature de ce phénomène, au point que certains se demandent même si l'on peut vraiment lui appliquer le terme de migration. Le but de cet article est de souligner les origines et le développement des migrations d'agrément, faute de pouvoir, par manque de place, discuter du rôle des aménités dans la croissance et le développement économique, et ce bien que la valeur attractive des aménités, naturelles en particulier, est sûrement une histoire plus ancienne que les migrations d'agrément en elles-mêmes. De plus, il semblerait que les politiques publiques s'intéressent de plus en plus aux migrations d'agrément en tant qu'outils économiques aux échelles locales et régionales. Les migrations d'agrément, définies comme des migrations temporaires ou permanentes de personnes à la recherche d'une différenciation culturelle et d'une qualité d'environnement perçue comme supérieure, constituent une dynamique internationale importante et croissante dans les changements qui s'opèrent actuellement au niveau socio-culturel, économique, environnemental et du paysage. Elles sont l'une des causes principales de la transformation de nombreuses zones et communautés en sociétés de plus en plus orientées vers les services, et ce non seulement dans les pays les plus riches tels que le Canada, la France ou les États-Unis, Cognard 2010, Job 2000. Loeffler et Steinig 2007, Moss 2006, Moss et al. 2009, Trevis 2007, mais aussi dans des pays en cours de transition et de développement comme la République tchèque, Argentine, le Chili, le Costa Rica et les Philippines, Bartho et al. 2009-2011, Borsdorf et Hidalgo 2009, Chavery 2006, Glorioso 1999, 2006-2009, González, R et al. 2009, Otero et al. 2006. Au cours de ces 25 dernières années, les migrations d'agrément ont représenté à la fois une opportunité et une menace pour les systèmes écologiques de montagne et les communautés humaines qui y vivent. C'est encore plus vrai pour ces dernières, notamment en raison de la croissance du phénomène. Les personnes migrant principalement pour trouver de meilleures aménités naturelles et culturelles sont appelées migrants d'agrément. Celles qui partent en priorité à la recherche d'opportunités économiques habituellement associées à des aménités ont été désignées comme migrants économiques, et de même que les migrants d'agrément, elles sont plus globalement appelées migrants liés aux aménités, d'où le terme de migration liée aux aménités, Moss 2006, Chap 1,2009. À l'image d'autres forces contemporaines et complexes du changement, la démarche d'identification et de compréhension du phénomène des migrations d'agrément recoupe et intègre plusieurs disciplines académiques et pratiques professionnelles, parmi lesquelles la planification du développement régional et rural, la sociologie, la démographie et la gérontologie en milieu rural, la géographie culturelle et économique, la planification et l'analyse du tourisme, l'économie, l'écologie et la gestion des ressources naturelles. Les débuts des migrations d'agrément. Dans les années 1970, les migrations d'agrément sont apparues comme un virage important dans le schéma habituel des migrations puisqu'elles consistaient principalement à quitter les métropoles pour aller vivre en zone rurale afin de jouir d'une meilleure qualité de vie. Ceci était particulièrement évident aux États-Unis. Dès le début des années 1980, un certain nombre d'articles parus dans des revues universitaires utilisaient déjà des données démographiques comme preuve de cette migration inversée au bénéfice des régions rurales et identifiée comme une renaissance rurale. Parmi ces chercheurs, Sofranco et Williams, 1980, en se concentrant sur les campagnes du centre-nord de la région des lacs aux États-Unis,
ont identifié la qualité de l'environnement naturel comme le critère principal expliquant l'attraction exercée sur les migrants par ces zones. Ils ont également montré l'attractivité du mode de vie rural et ont émis des hypothèses concernant les changements sociaux et culturels que les déménageurs d'agrément étaient susceptibles d'apporter au sein de ces communautés rurales. Ullman 1954, Perloff et Wingo 1964 sont probablement les premiers à avoir dressé une liste des aménités motivant ces migrations. Perloff et Wingo 1964 décrivent globalement comme ressource d'agrément cette juxtaposition particulière d'un climat, d'une terre, d'une ligne côtière et d'eau qui offre des conditions de vie exerçant une forte attraction sur les migrants originaires de régions du monde moins favorisées de ce point de vue. Depuis, cette perspective centrée sur la nature ou l'environnement dans la définition des aménités en est restée l'angle d'approche principal en Amérique du Nord. Comparativement, on a peu prêté attention aux aménités culturelles, en particulier à la culture vivante ou aux modes de vie ruraux, Moss 1987-1994. 2006 Chap. 1. Il semble que Moss ait été le premier à avoir mis en avant l'importance des aménités culturelles, au même rang que les aménités naturelles et environnementales. Et c'est probablement lui qui, dans ses écrits, a utilisé pour la première fois le terme « migration d'agrément ». Les migrations métropole-campagne, majoritaires, ont vu leur taux baisser dans les années 1980 puis remonter dans les années 1990. Cette hausse semble avoir continué pendant les années 2000, malgré un ralentissement dû à la récession mondiale dans certaines régions où les aménités sont nombreuses. De divers points de vue, cette quête pour plus d'aménités est aussi qualifiée dans la littérature spécialisée en sciences sociales et en aménagement de rebond rural et de renaissance rurale, Bill 1996, Frey 1987, Johnson 2006, d'exurbanisation, Cadieux 2010, Taylor 2009, de contre-urbanisation, Champion 1989, Alfaker 1997, de tourisme résidentiel, McWathers 2008 et de migration de mode de vie, Benson et O'Reilly 2009, McIntyre 2009. Depuis 25 ans, une banque de données considérable concernant les aspects des migrations d'agrément a été développée, et ce surtout ces dernières années, majoritairement sous forme d'études de cas ethnographiques et de conclusions tirées de statistiques démographiques et économiques. Le lecteur est invité à se référer principalement aux analyses et aux ouvrages de Moss, 2006 Chap. 1 et de Gosnell et Adams, 2009. Concernant les conceptualisations plus structurées de la notion de migration d'agrément, les concepts ou les modèles habituellement proposés se concentrent à notre connaissance sur la description de l'aspect spatial, ou encore de la forme du phénomène. C'est le cas lorsque les migrations d'agrément sont traitées ou de manière contextuelle, souvent et de manière significative dans un contexte d'exurbanisation ou de contre-urbanisation. Il existe d'autres modèles permettant de comprendre ces migrations, qui se concentrent sur un aspect particulier de leurs manifestations ou de leurs impacts, tels que Open Space, Robson et Stark 2006, les parcs et les zones protégées, Dirien et Hall 2005, Mashley et Field 2000, Rudzitis 1996, la récréation, Pavelka 2009, les retraités et les baby boomers, Cromarty et Nelson 2009, A. Cicero 1993, ou le développement économique, Partridge 2010, Power 1996, Rasker apparaître, Shumway et Otterstrom 2001. Le concept proposé par Moss, et plus tard par Glorioso et Moss, semble le plus exhaustif et le plus englobant. Il est centré sur la compréhension du phénomène dans sa globalité, et propose de se concentrer sur ses effets positifs en évitant ou en atténuant ses effets négatifs. Son défaut apparent est qu'il se focalise sur les manifestations du phénomène dans un milieu particulier, les régions de montagne. Ceci a pu représenter une contrainte de 1987 aux années 2000, mais ce n'est probablement plus le cas depuis. La dernière version de ce concept, présentée notamment lors du séminaire sur l'après-tourisme organisé par le CERMOSEM en octobre 2010 à Mirabel, en France, peut être considérée comme représentative du schéma général de la migration d'agrément. De manière générale, elle résulte de l'observation du fait qu'avec le temps la migration d'agrément en zone montagnarde en vient à incarner les caractéristiques plus générales du phénomène,
un changement principalement lié à l'influence croissante de l'économie politique néolibérale mondiale, et plus particulièrement nord-américaine. À l'avenir, une réflexion et un savoir plus poussés fourniront de plus amples détails au sujet de ce processus. Cependant, alors que les caractéristiques des différentes manifestations du phénomène sont devenues similaires, ses impacts sur les systèmes écologiques de montagne restent particuliers à chaque cas. De plus, comme on l'a constaté ailleurs, voir Moss 2006 Chapin, le concept ne fait qu'établir un schéma général qui ne peut qu'accompagner, et non remplacer, une analyse des migrations d'agrément dans un lieu particulier à un moment particulier. Le concept de migration d'agrément en 1986. Le modèle initial de Moss puise en grande partie son inspiration dans une étude effectuée au nord du Nouveau-Mexique en 1986 pour tenter de répondre à la question suivante. Comment se fait-il que l'économie de la petite ville de Santa Fe et de sa périphérie se porte si bien malgré l'absence d'extraction de ressources naturelles et d'usines ? Cette région est l'un des hauts lieux d'agrément identifiés au niveau mondial, et plus particulièrement à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. Cette étude de cas au Nouveau-Mexique a été menée après plusieurs années d'analyse préalable sur les forces motrices sociétales émergentes et leur devenir. Ces études ont identifié l'intégration de la logique entrepreneuriale à la culture et à sa marchandisation, ainsi que l'utilisation hédoniste de l'environnement naturel, comme des forces susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important dans le changement et le développement régionaux. C'est en tirant de l'analyse faite à Santa Fe des données exploitables, en particulier à propos des manifestations du phénomène dans les régions de montagne du nord-ouest de l'Amérique du Nord, et plus généralement à propos des principes généraux du développement régional et du tourisme résidentiel ou installé, qu'a été développée la conceptualisation provisoire, mais globalisante et stratégique, suivant. Document 1. Le concept de migration d'agrément 1986. Force sociétale motrice A. La montée des facteurs incitatifs à la migration d'agrément. Facteurs clés. 1. Valorisation accrue de l'environnement naturel et de la différenciation culturelle. 2. Valorisation accrue des loisirs, de l'apprentissage et de la spiritualité. Force sociétale motrice B. Une plus grande incitation à la mobilité. Facteur clé. 3. Augmentation du temps disponible. 4. Augmentation de la richesse disponible. 5. Amélioration de l'accès grâce au progrès des communications et des technologies de transport. 6. Amélioration du niveau de confort dans des endroits historiquement isolés. Source, Moss 1987-1994. Le concept document 1 part du principe que la nouvelle économie est en plein développement et que dans ce contexte, les migrations d'agrément sont apparues comme un agent important du changement sociétal, en particulier à cette époque dans les zones de montagne. Dans ce schéma migratoire, 6 facteurs d'accélération des migrations d'agrément ont été identifiés, qui se rassemblent en 2 forces sociétales d'incitation et de facilitation à la migration, voir A et B ci-dessus. En termes d'incitation, le facteur clé est la valorisation sociétale croissante de l'environnement naturel et de la différenciation culturelle de domaines exploités principalement à des fins de loisirs, d'apprentissage et de spiritualité. Le concept suggère également qu'il existe 4 facteurs clés qui facilitent les migrations d'agrément vers les hauts lieux d'aménité en zone de montagne. L'amélioration des technologies facilitant les accès aux aménités, l'amélioration des aménités de confort des lieux de destination des migrants et une disponibilité accrue à la fois en termes de temps et de richesse. L'une des caractéristiques principales de ce modèle est qu'il inclut les aménités culturelles, en particulier la culture vivante, et leur accorde une grande importance. À ce jour, les analyses du phénomène, aussi bien sur le plan conceptuel que sur celui des résultats, se sont étroitement focalisées sur les aménités naturelles et leur utilité économique. Glorioso et Moss ont abordé cette orientation, apparemment typiquement nord-américaine, dans certains de leurs ouvrages, Glorioso 2009, Glorioso et Moss 2007, Moss 1994-2006 Chapin. Cependant, au cours des dernières années,
l'impact socio-culturel des migrations d'agrément s'est traduit par un effort croissant de recherche et d'attention politique en direction des facteurs culturels. Pour une analyse plus détaillée de cette tendance, voir Glorioso et Moss 2007. Pour des données plus récentes, voir Bourdeau 2009, Alfaikere 2006-2007, Magranaan et Voyan 2007. Entre 1993 et 1999, Glorioso a pu vérifier la valeur explicative de ce concept dans le contexte des économies en développement et en transition, en l'utilisant comme guide pour analyser le cas des régions de montagne de Baguio, aux Philippines, 1993-2006 et de Sumava, en République tchèque, 1999. Une étude similaire a été entreprise dans la région de Chiang Mai en Thaïlande, Kallen et al., 1993. Si leur objectif final était d'élaborer des politiques de développement durable fondées sur les aménités, les études de cas comparatives de Glorioso ont également conclu que des migrations d'agrément étaient bien en cours dans ces régions, et qu'elles partageaient les mêmes caractéristiques clés que celles démontrées par l'étude menée dans la région de Santa Fe, en particulier concernant les valeurs et le comportement des migrants. Certaines découvertes importantes tirées de ces études de cas ont contribué au développement plus poussé du concept des migrations d'agrément, parmi lesquelles les migrants économiques sont également attirés par les aménités. Avec la nouvelle économie, le temps disponible diminue. Les migrants d'agrément ayant des motivations spirituelles s'installent dans des endroits moins accessibles et moins confortables, mais bénéficiant d'un haut niveau d'aménités culturelles et environnementales. Il existe un mouvement progressif de migration d'agrément, qui commence par le fait d'aller quelque part en touriste, puis d'y acheter une maison secondaire où l'on habite de façon saisonnière, puis intermittente, et enfin permanente. Le concept de migration d'agrément en montagne, 2005. Pendant les 2 décennies suivantes, quelques modifications ont été apportées au modèle complet, schéma 1, en lui intégrant de nouvelles données internationales, Price et al., 1997, et ce particulièrement en 2004 et 2005 lors de la préparation de l'édition du livre The Amenity Migrant, Seeking and Sustaining Mountains and Their Culture, les migrants des '. Agrément, recherche et développement des montagnes et de leur culture, Moss 2006, voir document 2. Document 2, le concept de migration d'agrément en montagne, 2005. En 2005, les sources primaires et secondaires ont plus clairement indiqué que la valeur accordée par la société à l'environnement naturel, bien que croissante, s'explique plus par des motifs utilitaristes. La nature est vue comme une marchandise que par la reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Parallèlement, il semble que moins d'occurrences du phénomène d'estimation de la valeur des cultures rurales spécifiques ou différenciées aient été signalées qu'avant, à moins que leur nombre n'ait été surestimé dans les recherches précédentes. Il semble également que cette estimation ait été ou soit de plus en plus basée sur une perspective utilitariste. Ces 2 éléments suggèrent l'émergence d'un nouveau facteur qui, même s'il reste secondaire, incite à la migration d'agrément, le gain économique. La spiritualité, ou plus généralement l'apprentissage comme facteur de la migration, semble perdre de l'importance, et ce particulièrement en Amérique du Nord. L'expérience négative de la vie dans une grande ville est devenue une motivation plus apparente. Le temps disponible diminue, pour les classes moyennes il n'augmente pas. Le revenu disponible est celui d'un groupe qui se réduit de plus en plus, principalement celui des populations aisées. Le concept de migration d'agrément en 2010 à 2011. Au cours de ces 5 dernières années environ, on a pu remarquer une nette augmentation de la connaissance sur les migrations d'agrément. Cette tendance inclut une légère augmentation de l'information, limitée, disponible sur le phénomène dans les pays les plus pauvres. Ces nouvelles données portent principalement sur les régions montagnardes d'Argentine, du Chili, du Costa Rica et de la République tchèque, Barto et al., 2009, 2011, Borsdorf et Hidalgo 2009, Janoschka 2009, Moss et al., 2009. Comparé aux connaissances concernant les effets des migrations d'agrément sur l'environnement naturel, celles sur leurs impacts et implications socioculturelles sont encore minces, surtout dans le cas des zones de montagne. Le concept de migration d'agrément de 2010 à 2011, voire document 3, ici proposé est considéré comme supérieur aux versions précédentes. Il met plutôt l'accent sur le développement des migrations d'agrément,
en particulier dans les zones de montagne, depuis le rôle spécifique d'une économie basée sur les communications et l'information jusqu'aux effets d'une économie politique néolibérale prédominante. Cette mise à jour du concept est en phase avec l'intégration par Taylor en 2009 des idées de forme, processus et motivation, intégration qui améliore l'approche globale de la compréhension et de la gestion des migrations d'agrément. Dans ce contexte, la définition générale du phénomène a été ajustée. On parle maintenant du mouvement vers ou adjacent aux lieux perçus comme ruraux et offrant un environnement naturel de meilleure qualité et ou des cultures plus distinctives. Document 3. La version 2010 à 2011 du concept de migration d'agrément. De plus, le nouveau lieu de résidence peut être unique ou multiple, sachant que dans les deux cas la résidence s'opère de fait pendant des intervalles de temps variés au cours d'un cycle de vie, mais aussi à l'échelle de la totalité du cycle de vie du résident. Des points de vue spatial et socio-culturel, cette migration s'inscrit dans un continuum urbain-rural et est liée à des facteurs de motivation et de facilitation de nature sociétale au sein d'une société dominée par une économie politique néolibérale. Tout comme dans les précédentes versions du concept, les facteurs clés ne sont pas nécessairement présents dans leur totalité dans les hauts lieux d'aménité, et leur importance relative peut varier. Les facilitateurs et motivateurs clés sont cependant interdépendants et se renforcent les uns les autres de manière systémique. Développement clé, envisagé pour le concept de 2010 à 2011. Changement dans les motivateurs et facilitateurs. Motivateurs. En réévaluant les motivations clés des migrants d'agrément, une tendance devient claire. Les migrants utilisent l'image du paysage et de la communauté rurale pour se distinguer socialement. Cette motivation semble être partagée aussi bien par ceux qui effectuent des migrations temporaires que des migrations permanentes. Les recherches récentes portant sur les migrations d'agrément indiquent que les menaces, réelles ou perçues, liées au changement climatique sont de plus en plus importantes aux yeux des migrants. Dans une étude des migrations motivées par les aménités dans les vallées de Similkameen au Okanagan du Sud, menée en 2007 à 2008 dans les régions de montagne du centre-sud de la Colombie-Britannique, Canada, l'analyse par régression statistique montre que les migrants d'agrément se sentent plus conscients et plus concernés par les menaces et les vulnérabilités liées au changement climatique que les résidents nés et ayant grandi sur place et que les migrants économiques. Cette conscience peut les mener à déménager vers un autre haut lieu d'aménité, Glorioso et Moss 2010. Le gain économique, ou la perspective d'opportunité, bien qu'il reste toujours un motivateur secondaire pour les migrants d'agrément, revêt désormais plus d'importance à leurs yeux. Il semble également que cette importance croissante soit liée à la volonté des hauts lieux d'aménité, qu'ils appartiennent au secteur public ou au privé, d'accéder à des capitaux financiers grâce aux migrants d'agrément, aux migrants économiques et aux non-migrants. Facilitateurs. Le coût de la vie, dans les hauts lieux d'aménité a été ajouté à la liste des facilitateurs clés spécifiques. Auparavant, dans les régions de montagne, les prix des terrains et des logements étaient relativement bas, ce qui facilitait la tâche aux migrants à la recherche d'aménités. Cependant, avec le temps, et plus particulièrement dans les endroits attirant beaucoup de monde, comme des stations de loisirs telles qu'Aspen, Santa Fe, Whistler, Canmore, etc., ces prix ont considérablement augmenté. De même que celui du logement, le coût de la vie en général est en hausse, surtout dans les domaines de la nourriture et de l'énergie. Cette hausse provoque une baisse de la facilitation des migrations d'agrément. La richesse et le temps disponible semblent continuer à perdre de l'importance en tant que facilitateurs de migration d'agrément, en excluant plus particulièrement et de plus en plus les personnes avec des revenus moyens ou faibles, migrants ou désirant migrer. Mise en relation de la forme spatiale, avec ce concept de migration d'agrément. Le concept inclut désormais la dimension spatiale de façon plus spécifique, en la mettant aussi en relation avec l'intérêt porté aux conditions physiques et géographiques dans la littérature sur l'exurbanisation, la contre-urbanisation et la gentrification rurale. Puisque l'objectif principal des auteurs est de comprendre le phénomène pour en prévoir et gérer les impacts, ils ont adopté le modèle d'utilisation de l'espace de Travis, 2007, dans lequel les migrations d'agrément jouent un rôle dominant. Métrozone, constituée de plusieurs villes connaissant un développement suburbain.
Exemple, Phoenix, Arizona. Exurbe. Étape suivante du développement suburbain mi-rural mi-suburbain. Exemple, la vallée de Poroac, Nouveau-Mexique. Zone de station. Caractérisée par un développement marqué de l'espace à des fins touristiques, récréatives et de résidences secondaires. Exemple, Aspen et Vail, Colorado, Jackson Hole, Wyoming, Ozoyou, Colombie-Britannique, documents 4 et 5. Document 4, Jackson Hole, Wyoming, États-Unis, photo Elage Moss, octobre 2005. Document 5, le centre station d'Ozoyou dans Okanagan Valley, au sud de la Colombie-Britannique, Canada. Soleil, montagne, eau et commerce de vin, photo RS Glorioso, février 2010. Habitat gentrifié, fondamentalement ruraux, mais différents des zones rurales traditionnelles en ce que les activités économiques traditionnelles, sylviculture, élevage, agriculture, y sont menées et gérées avec pour but principal leur valeur d'aménité paysagère et d'investissement. Exemple, Smithers, Colombie-Britannique, région des Lacs, Royaume-Uni, document 6. Document 6, Lake District, près de la ville de Keswick, Royaume-Uni, photographe Elage Moss, septembre 2005. Zone rurale traditionnelle. Les principales activités économiques sont toujours les activités traditionnelles, en particulier la sylviculture et l'agriculture. Exemple, Sagada, Philippines. À l'origine, cette catégorie n'appartient pas au modèle de Travis. Ce sont les auteurs qui ont choisi de l'y ajouter. Dans la perspective des migrations d'agrément, les auteurs repèrent un autre défaut à ce modèle spatial. En effet, le concept de métro-zone n'explique pas de façon adéquate pourquoi on trouve des migrants d'agrément dans des métropoles et des villes plus petites situées à proximité des concentrations d'aménités qu'ils recherchent et auxquelles ils accèdent, de manière caractéristique, grâce à des trajets d'une journée entière, voire plus. Dans le cas des aménités de montagne, on peut citer par exemple Calgary, Vancouver et Victoria, Canada. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.